Je suis Michael Bell, 31 ans, photographe indépendant, joignant à peine les deux bouts avec des contrats de mariage, de petits événements et la série artistique occasionnelle que personne n'achète jamais. Ma vie est simple au point d'être ennuyeuse. Me lever tard, une tasse de café fumante sur la table, puis errer dans la ville avec mon vieil appareil photo usé suspendu à mon cou. Aujourd'hui n'est pas différent. Je parcours les photos que j'ai prises la semaine dernière. Des rues luisantes de pluie, les visages fatigués des travailleurs qui débauchent, quelques portraits d'enfants jouant dans le parc près de chez moi. Ils me rappellent mon enfance, à l'époque où tout était plus simple qu'aujourd'hui. J'aime ce travail, même s'il paie à peine. Il me donne la liberté. Personne à qui rendre des comptes, pas de patron tyrannique devant qui s'incliner. Mais parfois, dans des moments calmes comme celui-ci, mes pensées dérivent vers la famille, ou ce qu'il en reste. Ma mère, Abigail Bell, est décédée il y a 2 mois. Sa mort est survenue soudainement, une crise cardiaque au milieu de la nuit. Je n'ai toujours pas surmonté la douleur. Elle était la seule dans la maison qui me comprenait vraiment. Soutenant discrètement ma décision de poursuivre la photographie au lieu de sauter dans la machine commerciale de mon père. Mon père, Kevin Bell, propriétaire de Bell Industrial Group, une chaîne d'usines produisant des composants industriels, est tout le contraire. Il m'a toujours considéré comme un échec. Un fils à la dérive sans aucune pensée pour l'avenir. Et mon jeune frère, Mac, il est la copie parfaite de papa. Ambitieux, impitoyable, toujours prêt à marcher sur les autres pour grimper plus haut. Je suis en train de réarranger une photo en noir et blanc d'un vieil homme assis près d'une fenêtre. Son regard lointain quand le téléphone sonne, brisant ma concentration. Je jette un œil à l'écran. Un numéro inconnu, pas dans mes contacts. Normalement, j'ignorerais des appels comme celui-ci. Probablement une publicité ou une arnaque. Mais aujourd'hui, pour une raison quelconque, je décroche. Peut-être que l'appartement semble trop calme. Ou peut-être suis-je plus seul que d'habitude. Allô, est-ce bien monsieur Michael Bell? La voix à l'autre bout du fil est basse, sérieuse, comme celle d'un homme d'âge mûr essayant de rester calme sous la pression. Oui, c'est moi. Michael à l'appareil. Qui est-ce? Je suis Martin Hargrove, l'avocat personnel de votre mère, Abigail Bell. Je vous appelle pour une affaire importante. Mon cœur se serre. L'avocat personnel de maman. Elle n'a jamais mentionné en avoir un. Elle vivait simplement, économisait chaque centime, a travaillé comme comptable pour l'entreprise de papa pendant des décennies. Pourquoi aurait-elle eu besoin d'un avocat privé? Et pourquoi m'appeler maintenant, 2 mois après sa disparition? L'avocat personnel de ma mère. De quoi s'agit-il? Elle est déjà décédée. Je sais, Michael. C'est précisément pourquoi j'appelle. Madame Abigail a laissé un testament, et j'ai besoin que vous veniez à mon bureau pour la lecture officielle. C'était sa demande explicite. Je m'affale sur la chaise, serrant fermement le téléphone. Maman a laissé un testament. Qu'aurait-elle bien pu laisser? La maison appartient à papa. L'entreprise est entièrement dirigée par lui et Mac. Elle n'avait que quelques effets personnels et quelques modestes comptes d'épargne. Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Et mon père et mon frère? La voix de Martin se fait plus ferme. Le testament est très clair. Vous devez venir seul. Vous ne devez absolument pas en informer monsieur Kevin Bell ou monsieur Bell. C'était l'instruction stricte de madame Abigail. Si vous l'enfreignez, l'intégralité du testament deviendra nulle. Ne pas le dire à papa ou à Mac. Pourquoi maman ferait-elle ça? Notre famille était déjà froide, mais elle essayait toujours de maintenir la paix, ne voulant jamais de conflit. Maintenant, même dans son testament, elle les exclut. Le soupçon monte en moi, ainsi qu'un vague malaise. Quelque chose ne va pas. Quel secret maman a-t-elle gardé si profondément caché? D'accord, je viendrai. Où est votre bureau? Il me donne l'adresse. Un vieil immeuble du centre-ville de Détroit, pas très loin. Demain après-midi à 14 h. Et souvenez-vous, venez seul. L'appel se termine, mais ma tête bourdonne. Je pose le téléphone et fixe les photos sur le bureau. L'image de maman apparaît dans mon esprit, son doux sourire, ses yeux toujours pleins d'inquiétude. Elle est partie si soudainement, je n'ai même pas pu lui dire au revoir correctement. Les funérailles ont été rapides.
Papa s'est occupé de tout pendant que je restais là comme un étranger. Maintenant, cet appel me fait sentir que tout est sur le point de changer. Ma vie tranquille et ennuyeuse pourrait être complètement bouleversée. Cet après-midi-là, j'enfile ma vieille veste, passe l'appareil photo sur mon épaule par habitude, et sors ma voiture cabossée dans la rue. Détroit, dans l'après-midi frais d'automne, et couverte de feuilles dorées tombantes, mais je ne suis pas d'humeur à l'admirer. Tout le long du trajet, je n'arrête pas de me demander, qu'est-ce que maman attendait de moi? A-t-elle laissé quelques souvenirs ou juste un dernier message? Mais pourquoi tout ce secret? Le soupçon se renforce, faisant battre mon cœur. J'imagine toutes sortes de choses. Peut-être que maman savait quelque chose sur papa, sur l'entreprise. Ou suis-je juste paranoïaque? L'immeuble de bureau de l'avocat se trouve au centre-ville, une structure terne des années 1970 avec une façade grise et des fenêtres poussiéreuses. Je me gare dans un parking voisin et entre dans le hall le cœur lourd. La réceptionniste vérifie ma carte d'identité, puis me conduit au 3e étage dans un ascenseur qui grince. Le bureau de Martin est une petite salle de conférence privée avec une lourde porte en bois et une atmosphère étouffante qui sent le vieux papier et le café froid. Martin attend déjà. Un homme d'environ 50 ans, cheveux argentés, costume gris, lunettes à monture dorée. Il me serre la main, poli mais froid. « Veuillez vous asseoir, Michael. Nous allons commencer tout de suite. » Je m'assois sur la chaise en cuir rigide, les mains agrippées au bord de la table. La pièce est petite, juste une longue table en bois, quelques dossiers et un enregistreur vocal. Martin ouvre une enveloppe scellée et commence à lire le testament d'une voix posée. Mon cœur bat plus fort quand j'entends les premiers mots. Moi, Abigail Bell, lègue l'intégralité de mon portefeuille d'investissement secret, évalué à environ 15 millions de dollars, à mon fils aîné, Michael Bell. 15 millions de dollars. Je suis abasourdi, comme frappé par la foudre. Ma bouche s'ouvre, mais aucun mot ne sort. Maman a vécu toute sa vie discrètement, en comptant ses sous, endurant cette maison froide avec papa. Elle portait de vieux vêtements, cuisinait des repas simples, ne voyageait jamais et ne faisait jamais de shopping extravagant. Comment aurait-elle pu avoir 15 millions de dollars? C'est une somme énorme, suffisante pour changer la vie de n'importe qui. Je secoue la tête, la voix tremblante. Impossible. Vous vous êtes trompé de personne. Ma mère n'avait pas d'argent. Elle n'était qu'une comptable. Martin me regarde calmement. Il n'y a pas d'erreur, Michael. Madame Abigail investissait secrètement depuis de nombreuses années. C'est un testament légalement notarié. L'argent est à vous. Je reste assis, figé, mon esprit en plein chaos. Pourquoi? Pourquoi l'a-t-elle caché si complètement? Et pourquoi seulement moi, pas papa ou Mac? Le malaise initial s'est transformé en tempête. Il y a définitivement quelque chose de plus derrière tout ça. J'en suis sûr. Martin fait glisser un dossier épais, soigneusement scellé et estampillé de cire rouge, vers moi, accompagné d'une lettre manuscrite de l'écriture familière de maman. Qu'est-ce que c'est? Je demande, la voix brisée. Ce sont les articles supplémentaires que Madame Abigail vous a laissés. La lettre est pour vous, ainsi que le dossier. Vous comprendrez quand vous l'ouvrirez. Mais souvenez-vous, selon le testament, vous devez tout garder secret. Mes mains tremblent alors que je touche la lettre et le dossier. La chair de poule me couvre la peau. Un frisson me parcourt l'échine. Je ne sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai la forte prémonition qu'à partir de ce moment, ma vie prendra un tournant complètement différent. Plus seulement Michael Bell, le photographe indépendant, mais quelqu'un portant un énorme secret qui pourrait tout changer. Je quitte le bureau, serrant le dossier et la lettre, marchant dans les rues de Détroit comme un somnambule. Le vent froid d'automne mord, mais je ne ressens rien. Seulement l'anticipation et la tension qui montent. Quel est le secret de maman, et qu'est-ce que je vais en faire? Je marche vers ma voiture cabossée sur le parking, serrant le dossier épais comme s'il pouvait disparaître dans les airs. Mon esprit était un tourbillon, les pensées tournant sans fin. 15 millions de dollars. Ma mère, la femme que j'avais toujours cru vivre dans une simplicité proche de la pauvreté, avait secrètement bâti un énorme portefeuille d'investissement. Et pourquoi tout me laisser à moi seul, en excluant complètement mon père et mon frère? J'ai ouvert la portière de la voiture, jeté le dossier et la lettre sur le siège passager, puis je me suis glissé derrière le volant. Les rues de Détroit défilaient par les fenêtres. Des gratte-ciel gris,
des avenues jonchées de feuilles dorées tombantes, des foules se hâtant de rentrer chez elles après le travail. Pour moi, tout se brouillait en un désordre flou. Je conduisais comme un automate, évitant mécaniquement la circulation pendant que mon cerveau tournait entre la somme d'argent stupéfiante et le mystérieux dossier à côté de moi. Mon appartement loué se trouvait en périphérie, un complexe vieillissant avec de la peinture écaillée et un ascenseur qui tombait en panne plus souvent qu'il ne fonctionnait. L'endroit était exigu. Un bureau encombré enfoui sous des photographies et un lit défait. Une petite cuisine avec quelques bols non lavés dans l'évier. Je me suis effondré sur le canapé affaissé et j'ai posé la lettre sur la table basse. L'écriture familière de maman sur l'enveloppe. Ses courbes douces et légèrement tremblantes m'ont serré la poitrine. Elle écrivait toujours à la main. Elle disait que l'écriture portait l'âme d'une personne. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai déchiré l'enveloppe et j'ai déplié les pages. Dans la lettre, maman déversait son profond amour pour moi. Elle écrivait qu'elle avait toujours été fière de moi, même si ma vie n'était pas le succès éclatant que mon père et mon frère voulaient. Tu es celui qui vit avec son cœur, Michael. Honnête, sans soif de pouvoir ou de statut. Tu n'appartiens pas au monde froid dans lequel ton père et Max se sont jetés. Je l'ai vu quand tu étais petit. Quand tu as choisi l'art plutôt que les affaires, quand tu errais dans la ville avec ton appareil photo au lieu de t'asseoir derrière un bureau. Je t'aime exactement pour qui tu es. Me comprenait-elle vraiment si bien? Elle ne l'avait jamais dit à voix haute, mais maintenant, à travers ses mots, je le sentais clairement. Elle a continué, l'argent que je te laisse n'est pas pour que tu vives luxueusement ou que tu le gaspilles. Je veux que tu sois libre. Libre de dépendre de cette famille. Libre de vivre la vie dont tu as toujours rêvé. Tu peux ouvrir ton propre studio de photographie, voyager à travers le monde en prenant des photos des endroits que tu aimes, ou simplement vivre sans jamais plus te soucier des factures. C'est mon cadeau pour toi, parce que je sais que tu le mérites. Mon cœur s'est réchauffé un instant, mais les lignes suivantes m'ont glacé le sang. Il y a autre chose que je te laisse à l'intérieur de ce dossier. Il contient toutes les preuves des activités criminelles de ton père, Kevin Bell, et de ton frère, Mac Bell. Je me suis figé. La lettre m'a glissé des doigts. Activité criminelle. Mon père, Kevin Bell, 66 ans, président de Bell Industrial Group, la chaîne d'usines de pièces industrielles qu'il a construite à partir de rien. Il était patriarcal, autoritaire, impitoyablement pragmatique. Pour lui, l'entreprise était tout. Le profit était tout. Il nous avait appris depuis l'enfance que le monde est une guerre et que les faibles se font écraser. Et Mac, mon frère de 28 ans, actuellement superviseur de la chaîne de production à l'usine principale de papa, impulsif, compétitif, obsédé par le statut, toujours prêt à faire tout ce que papa ordonnait pour grimper plus haut. Mais criminel, je n'y avais même jamais pensé. L'entreprise était constamment louée dans la presse locale, la fierté et la joie de Détroit. Maman a avoué que pendant ses nombreuses années en tant que comptable de l'entreprise, elle avait discrètement recueilli les preuves. J'ai tout vu, Michael. Des transferts louches, de faux contrats, des sociétés écrans pour le blanchiment d'argent. Je ne voulais pas y croire, mais la vérité était juste devant moi. J'ai tout copié, je l'ai gardé en sécurité parce que je savais qu'un jour, cela pourrait sauver quelqu'un. Pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit? Les larmes ont coulé sur mes joues alors que je lisais. Je ne l'ai pas exposé de mon vivant parce que je ne voulais pas que notre famille soit déchirée. Je ne voulais pas que toi et Mac deveniez des ennemis, que vous vous regardiez avec haine. Et j'avais peur, Michael. Peur des conséquences que je ne pourrais pas contrôler. La prison, la faillite, ou pire, la violence de ceux qui étaient impliqués. J'ai choisi le silence pour protéger tout le monde. Maintenant qu'elle était partie, elle me remettait la décision. Le choix t'appartient, Michael. Remettre les preuves aux autorités ou les enterrer pour toujours. Je te fais confiance pour faire ce qui est juste. Je t'aimerai toujours, maman. J'ai plié la lettre, le cœur endolori. Comment avait-elle vécu toutes ces années, portant seule ce secret colossal, travaillant chaque jour aux côtés de mon père, sachant exactement ce qu'il faisait? J'ai regardé le dossier encore scellé. Mes mains ont tremblé alors que je brisais la cire rouge et que je l'ouvrais. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents. Des relevés bancaires de Suisse, des contrats fictifs avec des partenaires fantômes, des listes de sociétés écrans enregistrées aux îles Caïmans, des déclarations fiscales truquées avec des millions de dollars manipulés, des signatures de fournisseurs falsifiées. Tout était méticuleusement organisé,
annoté de l'écriture de maman, avec des dates, des détails, et même des clés USB contenant des enregistrements audio. Je suis resté paralysé, feuilletant page après page comme si j'étais électrocuté. C'était systématique, organisé, s'étalant sur plus d'une décennie. Pas de petites erreurs, mais un réseau de criminalité financière sophistiquée. Mon père et mon frère avaient fraudé le fisc, blanchi de l'argent, escroqué des partenaires. L'ampleur était si massive que si elle était exposée, tout l'empire Bell industriel s'effondrerait. Mais ce qui m'a le plus choqué n'était pas l'étendue des crimes. C'était que maman avait vécu en silence pendant des années, préservant secrètement la vérité. Elle savait tout et a choisi de souffrir seule. De vieux souvenirs sont soudainement revenus, d'une netteté douloureuse. Maman assise seule tard le soir dans son bureau sous la faible lumière jaune de la lampe de bureau, les yeux rouges de fatigue. Je pensais qu'elle travaillait simplement tard pour aider papa. Maintenant, je comprenais. Elle copiait des preuves, documentait des choses dont elle ne pouvait jamais parler. Les fois où papa la réprimandait devant toute la famille pour de l'argent manquant, criant qu'elle était inutile alors que je savais que ce n'était pas de sa faute. Elle baissait la tête, restait silencieuse, essuyait ses larmes quand personne ne regardait. La fois où elle a été exclue de toutes les décisions commerciales lorsque papa et Mac tenaient leur réunion à huis clos, la traitant comme une étrangère, et elle ne s'est jamais rebellée. Elle a tout encaissé pour le bien de la famille. J'ai réalisé qu'elle avait passé presque toute sa vie à endurer pour protéger une famille qu'elle savait pourrie de l'intérieur. Elle aimait papa, nous aimait assez pour vivre dans un enfer privé. Mes larmes sont tombées sur une de ses notes manuscrites, brouillant l'encre. J'ai pleuré non pas de colère, mais d'une pitié écrasante. Pitié pour la solitude qu'elle avait ressentie, pour tout ce qu'elle avait sacrifié. Je n'ai ressenti aucune joie face à l'argent ou au pouvoir de tout détruire. 15 millions de dollars semblaient maintenant un fardeau, pas un cadeau. Ce secret pourrait envoyer mon père et mon frère en prison, tout ruiner. Tout ce que je ressentais était un poids écrasant et un chagrin étouffant. Devant moi se trouvait la justice, des preuves claires et irréfutables. Derrière moi restaient les liens du sang. Mon père, malgré toute sa tyrannie, était toujours l'homme qui m'avait donné la vie. Mac, malgré toute son ambition, était toujours mon petit frère. Comment pourrais-je les trahir? J'ai fermé le dossier, je l'ai verrouillé dans le tiroir de mon bureau, puis je me suis effondré sur le lit et j'ai fixé le plafond sombre. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, les pensées faisant rage comme une tempête. J'ai imaginé papa menotter, Mac suppliant et pleurant. Dans la brume épuisée entre la veille et le sommeil, le visage de maman est apparu, souriant tristement, demandant silencieusement, « Que choisiras-tu, mon fils ? La justice ou la famille ?» Je me suis tourné et retourné, tourmenté, trempé de sueur. L'aube s'est glissée par la fenêtre et j'ai pris une décision temporaire. Je ne remettrai pas les preuves. Pas encore. Je ne pouvais toujours pas rompre les liens de père et fils, de frères. Même si les premières fissures irréparables s'étaient déjà formées en moi, pour l'instant, le secret resterait avec moi. Mais je savais qu'il ne me laisserait jamais en paix. La tension, le drame ne faisait que commencer. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé désespérément de reprendre ma vieille routine, prétendant que rien ne s'était passé. Me réveiller, préparer un café noir épais, prendre l'appareil photo et errer dans les rues de Détroit, photographiant les trottoirs trempés de pluie, les visages épuisés des travailleurs, ou les coins cachés de la ville que seul moi trouvais beau. La photographie en freelance continuait comme d'habitude, quelques petits contrats, retoucher des photos jusqu'aux petites heures du matin, envoyer des factures par email. J'ai essayé de vivre comme si je n'avais jamais reçu cet appel de Martin Hargrove, comme si le dossier plein de preuves criminelles n'était qu'un mauvais rêve. Mais chaque nuit, quand je me couchais, le secret ressurgissait et me rongeait. Je le gardais bien enfermé dans le tiroir. Pourtant, dans ma tête, il faisait tic-tac comme une bombe à retardement, le compte à rebours lent et implacable. Je n'arrêtais pas de me demander, est-ce que papa et Max savent quelque chose? Ou est-ce que maman l'a trop bien caché? Chaque fois que le téléphone sonnait, je sursautais, terrifié que quelqu'un l'ait découvert. Ma vie ordinaire était devenue une fine coquille, et je retenais constamment le sentiment que j'étais au bord de quelque chose d'énorme qui pourrait exploser à tout moment. Puis, de nulle part, une invitation inattendue est arrivée par la poste. Du papier cartonné épais et crémeux avec des lettres dorées, m'invitant au gala de départ à la retraite de mon père, Kevin Bell. Après des décennies à la tête de Bell Industrial Group, il se retirait officiellement. L'événement serait une grande célébration, un adieu,
et l'annonce publique de la manière dont le pouvoir et les actifs seraient divisés. Je ne voulais pas y aller. La distance entre mon père et moi était devenue trop grande. Il ne m'avait jamais considéré comme faisant partie de l'empire qu'il avait construit. Nos rares appels téléphoniques n'étaient que des questions froides sur mon travail, se terminant toujours sur le même ton déçu. Pourquoi ne penses-tu jamais à ton avenir? Et Max serait certainement là, se pavanant comme d'habitude. Mais après une nuit blanche, j'ai décidé d'y assister. Je voulais voir de mes propres yeux où je me situais exactement dans le cœur de mon père. Au fond de moi, peut-être que j'espérais encore une petite reconnaissance, ou du moins affronter la réalité une dernière fois. Le gala a eu lieu un samedi soir au Grand Plaza, le plus grand hôtel du centre-ville de Détroit. Un vieux bâtiment de style gothique avec des lustres en cristal scintillant et de longs tapis rouges. J'y suis allé en voiture, vêtu du seul costume que je possédais, un vieux que j'avais acheté des années auparavant pour un mariage. En chemin, mon cœur battait plus fort, l'excitation mêlée à la crainte. J'ai imaginé papa faisant son discours, Max souriant triomphalement, et moi debout dans un coin sombre. Quand je suis entré dans le parking, j'ai vu des rangées de voitures de luxe. Des Mercedes, des BMW, même quelques Lamborghini appartenant à des hommes d'affaires, des partenaires et la presse. Des lumières vives se déversaient de l'entrée principale. Un jazz doux flottait dans l'air. Je me sentais complètement déplacé parmi les costumes sur mesure, les robes de soirée scintillantes et les poignées de main puissantes accompagnées de sourires faux. L'air était épais de parfums coûteux et de vin fin. J'ai pris une coupe de champagne d'un plateau qui passait, je l'ai siroté pour me calmer, mais mes mains tremblaient encore légèrement. Des yeux curieux et jugeurs se sont tournés vers moi. J'ai surpris des chuchotements se propageant comme des ondulations. N'est-ce pas le fils aîné de Monsieur Bell, le photographe? On dit qu'il n'a jamais rien fait de sa vie. Les murmures piquaient comme des aiguilles. Quelques sourires en coin sont apparus, mêlés à des regards condescendants réservés aux photographes parmi l'élite. Mon visage a brûlé comme si j'étais déshabillé devant tout le monde. Pourquoi étais-je venu? Pour me torturer. J'ai essayé d'éviter les regards des gens, me faufilant à travers la foule vers un coin plus calme. Puis soudain, je suis tombé nez à nez avec Mac Bell. Mon jeune frère se tenait là, grand et élégant dans un costume noir brillant, les cheveux parfaitement coiffés, un sourire suffisant sur les lèvres. Il m'a regardé comme si j'étais un mendiant qui s'était trompé de fête. Tiens, le frère prodigue se montre enfin, a dit Mac de ce ton strident et moqueur. Je ne pensais pas que tu aurais le cran. Comment vont les affaires de photographie? Toujours fauché et errant dans les rues? Cet endroit n'est pas pour les gens comme toi, Michael. Tu n'as rien à faire ici. Ces mots coupaient comme des couteaux, mais j'ai refusé de répondre. Je ne voulais pas transformer la soirée en une confrontation ouverte. Je lui ai juste fait un signe de tête froid et je suis parti, le cœur battant de rage contenue. Mac a ricané dans mon dos, et j'ai entendu ses amis rire avec lui. Je me suis éclipsé de la foule, j'ai trouvé un coin éloigné et j'ai tout observé comme un étranger. De là, je pouvais voir l'extravagance. Des tables chargées de fruits de mer frais, de vins français, d'énormes arrangements floraux. Tout cela me donnait la nausée. La cérémonie officielle a commencé. Le microphone a grésillé et mon père, Kevin Bell, est monté sur scène sous des applaudissements nourris. À 66 ans, il avait toujours l'air imposant, les cheveux striés d'argent, la voix autoritaire et retentissante. Il a prononcé un long discours d'autocongratulation sur son parcours, d'ouvrier d'usine pauvre à la construction de Bell Industrial pour en faire le premier empire de pièces industrielles de Détroit. J'ai sué sang et eau pour arriver à ce jour, a-t-il déclaré fièrement. Des années à construire l'entreprise, à survivre aux crises, à écraser d'innombrables concurrents. Cette entreprise est mon héritage. La foule a applaudi, et je suis resté là, ayant l'impression qu'il parlait de la vie de quelqu'un d'autre, pas de la mienne. Héritage. Pour moi, son héritage n'était que froideur et favoritisme. Finalement, il a annoncé sa retraite officielle et le transfert du contrôle total de Bell Industrial Group ainsi que de toute la fortune familiale à son plus jeune fils, Monsieur Bell. Mon cœur s'est serré, bien que je m'y attendisse. Mac est monté sur scène d'un pas assuré, s'inclinant à plusieurs reprises, serrant la main des partenaires, se prélassant sous les félicitations et les applaudissements sans fin. Il ressemblait à une star, les flashs des appareils photo crépitant autour de lui. L'atmosphère était à son apogée de célébration. Les verres ont été levés. Les rires ont éclaté.
Je suis resté dans mon coin, serrant mon verre si fort que ça faisait mal, essayant d'avaler la boule que j'avais dans la gorge. C'était ça. Je n'avais aucune part à tout cela, comme toujours. Mais juste au moment où je pensais que la soirée touchait à sa fin, mon père a repris la parole, cette fois à propos de son fils aîné. Sa voix était glaciale, sans hésitation. Quant à Michael, mon soi-disant premier-né, il n'est pas mon fils biologique. Il n'y a aucun lien de sang entre nous. Par conséquent, il ne recevra rien. Aucune part de mes biens personnels ou de l'entreprise. Je me suis figé au milieu de la salle de bal. Tous les sons sont soudainement devenus étouffés et lointains. Les applaudissements se sont éteints instantanément, remplacés par une vague de chuchotements. Mes pieds semblaient cloués au sol. Le sang m'est monté au visage. Pas son fils biologique. Qu'est-ce qu'il disait? Je suis né dans cette famille, j'ai été élevé sous ce toit. Peu importe à quel point il me méprisait, il ne pouvait pas utiliser le lien même du sang comme excuse pour me renier publiquement comme ça. C'était une humiliation délibérée et cruelle. Je pouvais à peine respirer. J'ai levé les yeux vers la scène. Mon père se tenait là, sans expression, comme s'il annonçait une décision commerciale, et non qu'il reniait son propre fils. Mac a souri en coin depuis la scène et a ajouté au micro, la voix dégoulinante de moquerie, même s'il partageait notre sang, quelqu'un qui ne sait que tenir un appareil photo ne serait de toute façon pas apte à diriger l'entreprise. N'est-ce pas, tout le monde? Les amis de Mac ont éclaté de rire. Le son s'est propagé, d'autres se sont joints à eux, et toute la salle de bal s'est transformée en une arène où j'étais le gladiateur vaincu. Je me tenais entouré de regards moqueurs, brûlant de honte et d'humiliation, la gorge serrée. Je voulais crier, hurler qu'il mentait, que j'étais son fils, mais le poids de la foule m'écrasait. Tout le monde me regardait comme si j'étais un étranger, une blague. Les larmes menaçaient, mais je les ai retenues. Je ne pleurais pas ici. Finalement, j'ai choisi le silence. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle, hébété. J'ai quitté l'hôtel, laissant derrière moi les lumières éblouissantes, les rires qui résonnaient et une famille qui venait de me renier publiquement devant le monde entier. Le vent froid de la nuit m'a fouetté, mais je n'ai rien ressenti d'autre que la douleur lancinante dans ma poitrine. Ce n'est que sur le chemin du retour que les larmes ont finalement coulé. Le secret de maman ressemblait maintenant à une épée à double tranchant. Je pouvais l'utiliser pour me venger, mais cela en valait-il la peine? La tension, le drame avait atteint leur paroxysme, et je savais que la véritable tempête ne faisait que commencer. En quittant le gala, j'ai traversé les rues vides de Détroit. Des lampadaires orange pâle étiraient des ombres déformées sur l'asphalte mouillé par la pluie. Ma vieille voiture tremblait à chaque changement de vitesse, mais chaque son était étouffé par une phrase qui résonnait encore et encore dans ma tête, froide et impitoyable comme une lame. Il n'est pas mon fils biologique. Il n'y a aucun lien de sang. Et le rire méprisant de Mac, suivi du cœur des rires de ses amis, poignardait mon cœur encore et encore. J'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches, les larmes brouillant la route jusqu'à ce que je doive me garer sur le bas-côté et essuyer mon visage. Comment papa avait-il pu faire ça? Me renier publiquement devant des centaines de personnes, des hommes d'affaires, des partenaires, la presse. Comme si j'étais une tâche qu'il fallait effacer. Je me sentais petit, invisible, comme si je n'avais jamais vraiment existé dans cette famille. Au lieu de rentrer directement à mon appartement, j'ai décidé de ne pas rentrer tout de suite. J'avais besoin d'air, besoin que le froid mordant refroidisse le feu qui brûlait en moi. J'ai tourné la voiture loin du centre-ville et j'ai conduit vers la rivière Détroit, où le vent nocturne portait l'odeur humide de l'eau et le doux clapotis des vagues. Je me suis garé dans un terrain vague au bord de la rivière et je suis sorti. Le vent de fin d'automne soufflait fort, assez glacial pour couper les os, me giflant le visage comme une punition. Je me suis appuyé contre la balustrade en fer rouillé et j'ai regardé l'eau noire qui scintillait sous un croissant de lune. Détroit la nuit était étrangement calme, seulement le grondement lointain des camions et la corne plaintive d'un navire depuis le port. J'ai respiré profondément, essayant de repousser les images de la fête, les lumières aveuglantes, les faux sourires, la déclaration glaciale de mon père. Plus j'essayais d'oublier, plus elle devenait nette. Pas mon fils biologique. Ces mots étaient une bombe à retardement qui explosait lentement dans mon crâne. Est-ce que papa mentait ou y avait-il un secret que je n'avais jamais connu? J'avais vécu 31 ans sous ce toit, portant le nom de Belle, et maintenant il niait tout. J'avais besoin de réponses. Je ne pouvais pas laisser les choses en suspens comme ça.
Après une longue lutte intérieure, j'ai pris ma décision. J'irai à la maison tout de suite et je le confronterai. Pas d'attendre jusqu'au matin. Pas de laisser la rage se calmer. Je devais l'affronter, peu importe le résultat. Je suis remonté dans la voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit jusqu'à l'ancienne maison familiale en banlieue. L'endroit où j'ai grandi, mais qui me semblait maintenant totalement étranger. La route était si familière que je conduisais en pilote automatique, dépassant des rues calmes bordées d'arbres perdant leurs feuilles dorées. Mon cœur battait la chamade, la tension montait. La maison est apparue devant, une demeure vintage de 2 étages avec une large pelouse et un garage rempli de voitures de luxe. Les lumières du salon étaient encore allumées. Il n'était pas encore couché. Je me suis garé à la porte, j'ai pris une profonde inspiration et je suis entré. La porte n'était pas verrouillée, comme toujours. Papa était toujours arrogant, certain que personne n'oserait toucher à sa maison. J'ai poussé la porte. Le grincement sec des gonds a résonné dans l'espace silencieux. Le salon était vaste et froid. Des canapés en cuir coûteux baignaient dans une faible lumière jaune, la cheminée rougeoyait encore de braise. Mon père, Kevin Bell, était assis, affalé dans son fauteuil habituel, un verre de whisky à la main, regardant par la fenêtre comme s'il évitait quelque chose. Malgré l'épuisement évident gravé sur son visage, il dégageait toujours cette autorité rigide et inflexible. Mac était debout près du bar intégré, se versant un verre, quand le bruit de la porte l'a fait se figer. Il s'est retourné brusquement. Ses yeux se sont écarquillés un instant. Puis le mépris familier est revenu instantanément. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Sa voix était aiguë et tranchante de moquerie. « La fête n'a pas été assez humiliante pour toi ?» Je l'ai ignoré et j'ai regardé droit vers papa. « Papa, il faut qu'on parle, tout de suite. » Papa a levé la tête, son regard froid me balayant comme si j'étais un étranger. « De quoi y a-t-il à parler ? J'ai déjà tout dit très clairement devant tout le monde. Tu n'es pas mon fils. Sors de ma maison et ne me dérange plus. » Ces mots m'ont transpercé comme un couteau, mais j'ai refusé de reculer. Je me suis approché, la voix tremblante de rage et de douleur. « Pas ton fils biologique ? De quoi tu parles ? Je suis né dans cette maison, j'ai été élevé par toi et maman. Quelle preuve as-tu pour me renier devant le monde entier ? Ou est-ce juste parce que je ne suis pas comme Mac, parce que je n'ai pas suivi le chemin que tu voulais, alors tu me jettes ? Papa a eu un rire méprisant et a claqué son verre sur la table. Une preuve ? Tu veux une preuve ? Mac, montre-lui. Mac a souri en coin, s'est dirigé vers le classeur dans le coin, en a sorti une enveloppe blanche et me l'a jetée comme un déchet. Tiens, grand frère. Jette un œil et tais-toi. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une seule feuille imprimée, un rapport de test ADN d'un laboratoire réputé de Détroit. L'entête était sans équivoque. Résultat du test de paternité entre Kevin Bell et Michael Bell. J'ai parcouru le document jusqu'à la conclusion. Mon cœur a tonné. Probabilité de paternité, 0%. Aucune relation biologique. Je suis resté figé. Le papier m'a glissé des doigts. Le choc a parcouru mon corps comme un courant électrique. Ce n'était pas possible. Était-ce un faux ou la réalité ? J'ai secoué la tête, la voix brisée. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Quand avez-vous fait le test ? Pourquoi ? Papa s'est levé lentement, son ton calme et calculé, comme s'il annonçait un verdict commercial de longue date. Il a dit qu'il avait soupçonné pendant des années qu'il n'y avait jamais eu ce qu'il appelait le « lien du sang » entre nous. Il y a 6 mois, Mac avait secrètement organisé le test en utilisant un échantillon prélevé la dernière fois que j'avais visité la maison. Les résultats lui étaient parvenus directement, clairs, concluants. Je n'étais pas son fils biologique. Il a parlé de maman d'une voix sèche et glaciale, prétendant qu'elle l'avait trahi avec quelqu'un qu'il ne se souciait plus d'identifier. Elle était morte, et pour lui, la vérité derrière cela n'avait plus d'importance. Ce dont il avait besoin, c'était d'une raison légale finale pour rompre tous les liens entre nous. Ces mots m'ont frappé comme des coups de marteau. Maman l'avait trahi. Non, maman n'était pas ce genre de personne. Elle avait enduré toute une vie à ses côtés, sacrifié tout. Mais ce rapport, c'était noir sur blanc, tamponné et signé par un médecin. Je me suis effondré sur une chaise, l'esprit en plein désarroi. Le choc m'a serré la poitrine jusqu'à ce que je puisse à peine respirer.
C'était donc sur cette base qu'il m'avait publiquement renié et dépouillé de tout héritage. Il a continué, je ne laisserai pas ma fortune tomber entre les mains de quelqu'un qui ne partage pas mon sang. Mac est mon vrai fils. Il mérite tout. Quant à toi, sors et ne reviens jamais. Mac a ajouté, la voix dégoulinante de triomphe, tu vois, frère, tu n'as jamais eu ta place ici. Jamais. Retourne prendre des photos dans la rue. C'est là que tu appartiens. Je les ai regardées. 2 personnes que j'avais autrefois appelées ma famille, maintenant de parfaits étrangers. Les larmes ont de nouveau coulé, non pas de tristesse cette fois, mais de fureur et de choc. Ce rapport ADN, il changeait tout. Je n'étais pas son fils biologique. Alors qui étais-je? Qu'est-ce que maman m'avait caché? J'ai ramassé le papier, je l'ai fourré dans ma poche et je me suis levé. Très bien. Si c'est ce que vous voulez, je partirai. Mais toi et ton fils, vous regretterez ce que vous avez fait ce soir. Papa m'a fait signe de partir et m'a tourné le dos. Va-t'en. Ne me dérange plus. Je suis sorti de la maison dans la nuit noire, le vent froid me fouettant le visage. Sur le chemin du retour à mon appartement, ma tête tournait autour de ce rapport ADN. Le choc était encore vif, mais une nouvelle résolution se formait. Le secret de maman importait maintenant plus que jamais. Je devais découvrir la vérité par moi-même. Mon appartement m'a accueilli avec un silence suffocant, et je savais que cette nuit serait interminable. Je suis rentré en titubant dans mon appartement exigu tard cette nuit-là, claquant la porte derrière moi. Le verrou a cliqué bruyamment dans l'espace étroit. Une faible lumière orange de la rue filtrait à travers les rideaux fins, projetant des rayures pâles et maladives sur le sol poussiéreux. Je me suis effondré sur le vieux canapé, puis je me suis immédiatement relevé. Je ne pouvais pas rester assis. Les mots glacials de Kevin résonnaient encore à mes oreilles. Tu n'es pas mon fils. Ainsi que le rire moqueur de Mac et le rapport ADN qui ressemblait à une condamnation à mort. Il y a 6 mois, ils savaient déjà. Ils avaient déjà prévu de m'exclure de tout, et le gala de ce soir n'avait été que la cruelle exécution publique. Je me sentais trahi 2 fois, une fois par mon père, et une autre fois par mes origines mêmes. Mes mains ont tremblé alors que j'arrachais la veste de costume et la jetais par terre. Je me suis assis sur le bord du lit, submergé par l'humiliation et un vide creux qui m'étouffait. C'était comme si tout ce que j'avais essayé d'enterrer pendant des années avait été ramené à la lumière sans pitié, me tirant dans un abîme plus profond que jamais. Les larmes ont de nouveau coulé, mais cette fois non pas de douleur, mais de pure rage. Rage contre mon père, contre Mac, et même contre maman pour avoir peut-être su et ne m'avoir jamais rien dit. Dans le chaos des souvenirs, mon enfance a surgi comme un défilé d'injustice. Kevin avait toujours déversé toutes les faveurs et les ressources sur Mac. La vieille maison de banlieue est apparue vivement dans mon esprit. Les murs blancs écaillés, le canapé en cuir craquelé dans le salon, le garage rempli de pièces industrielles que papa ramenait de l'usine. Kevin Bell, alors âgé d'environ 40 ans, grand et à la voix forte, était toujours consumé par l'entreprise. Il avait construit Bell Industrial à partir de rien et l'a traité comme la mission de sa vie. Mais avec nous, ses 2 fils, le favoritisme était flagrant. Mac était né en lui ressemblant. Des yeux vifs, un sourire confiant, compétitif dès le berceau. Moi? J'aimais m'asseoir dans un coin pour dessiner ou utiliser le vieil appareil photo argentique que grand-mère m'avait donné pour photographier des choses au hasard dans la maison. Papa me regardait comme si j'étais un extraterrestre, et l'injustice a commencé avec les plus petites choses. Je me souviens des fois où mes résultats scolaires méritaient à peine un regard. En CM1, j'ai ramené un bulletin plein de A avec une note de l'enseignant louant ma créativité. Excité, je l'ai posé sur la table du dîner et j'ai attendu. Papa y a jeté un œil, a hoché la tête sèchement. Pas mal, mais concentre-toi sur les maths et les sciences. Le reste n'a pas d'importance. Puis il s'est tourné vers Mac, 6 ans, et a loué son dessin griffonné d'un camion. Ça, c'est mon garçon. C'est le camion de papa, n'est-ce pas? Quel bon fils. J'étais assis au bout de la table, serrant mon bulletin, me sentant invisible. C'était toujours la même chose par la suite. Mon premier prix de photographie scolaire a été rejeté avec un « À quoi ça sert de prendre des photos ?» tandis que la bonne note de Mac en maths lui a valu un barbecue dans le jardin avec des amis et des parents. Chaque petit succès de Mac était célébré comme une fête nationale. Les miens étaient accueillis avec indifférence. À l'époque, je me disais que je n'avais tout simplement pas assez essayé.
Mais maintenant je savais que c'était un favoritisme profond et immuable. À 18 ans, quand j'ai décidé d'étudier la photographie au Community College et que j'avais besoin de $300 pour des pellicules et des fournitures, je suis allé au bureau de papa à l'usine. La voix tremblante. Papa, j'ai besoin d'argent pour le matériel scolaire. Je te rembourserai quand j'aurai un travail. Il n'a même pas levé les yeux de ses registres. De l'argent pour la photographie? Tu crois que j'imprime des billets? Étudie les affaires. C'est ça, l'avenir. Il a refusé sans une seconde de réflexion. Pendant ce temps, Mac a eu les frais de scolarité dans une université prestigieuse, une voiture neuve à la fin de ses études et un emploi bien rémunéré à l'usine qui lui a été servi sur un plateau d'argent. Argent, relations, opportunités, tout coulait vers Mac comme une rivière. Je travaillais la nuit dans un fast-food, j'économisais chaque centime pour un appareil photo d'occasion, et la blessure de cette injustice ne s'est jamais refermée. Au milieu de ces souvenirs amers, la seule image qui adoucissait mon cœur était maman. Abigail Bell, les cheveux soigneusement épinglés, un doux sourire, toujours mon refuge silencieux. Je me souviens des soirs où elle s'asseyait en silence, me regardant trier des tirages dans le salon sous la chaude lumière de la lampe de bureau. Elle s'asseyait à côté de moi, tenait mes photos en noir et blanc, même si elle ne comprenait pas entièrement la technique ou la signification artistique, et hochait la tête, elles sont belles, mon fils. Je peux voir des gens sur ces photos. Continue de vivre comme tu crois que c'est juste. Ces mots étaient de l'eau fraîche sur les brûlures laissées par papa. Elle s'asseyait pendant des heures à écouter mes idées sur la photographie, même si ses yeux étaient fatigués après une longue journée en tant que comptable de l'entreprise. Je me souviens de la fois où elle m'a secrètement glissé ses économies pour acheter du matériel, le cachant à papa comme un secret coupable juste pour protéger le petit rêve de son fils. Une fois, elle m'a appelé dans la cuisine et m'a mis $100 dans la main. Je l'ai économisé sur l'argent des courses. Ne le dis pas à ton père. Utilise-le pour des pellicules. Je crois en toi. Je l'ai serré dans mes bras, sentant la chaleur de son corps mince, sachant qu'elle sacrifiait une partie de sa vie déjà simple. Elle a toujours fait ça, me soutenant dans l'ombre comme une alliée cachée. Mais j'ai aussi réalisé que peu importe à quel point elle m'aimait et me protégeait, elle n'osait jamais affronter papa directement. Et son amour, aussi profond soit-il, ne pouvait pas combler le vide froid laissé par le rejet d'un père. Elle avait peur que la famille ne se brise, peur des conflits. Chaque fois que papa me criait dessus, elle se contentait de me sortir de la pièce et de murmurer « Ton père a un sale caractère. Ne le prends pas à cœur. » Pas une seule fois elle n'a dit « Kevin, ne crie pas sur le garçon. » Elle était prisonnière de sa propre endurance, et sans le vouloir, j'ai été entraîné dans cette prison aussi. Son amour était profond, mais pas assez fort pour abattre le mur que papa avait construit. Quand j'ai finalement choisi la photographie plutôt que de rejoindre l'entreprise, le mépris de Kevin est devenu un dédain ouvert. Il a publiquement qualifié mon chemin d'inutile et de honteux. Tu veux être photographe? C'est un travail pour les fainéants, a-t-il crié lors de ce dîner de famille fatidique devant Mac et maman. À partir de ce moment, la distance dans la famille n'était plus un simple silence. C'est devenu un mur impénétrable. Papa appelait rarement. Mac a commencé à se moquer de moi aussi, et maman ne pouvait qu'envoyer des lettres de réconfort manuscrites. La famille s'est effondrée jour après jour. Tout ce qui s'est passé au gala de ce soir n'était que la répétition la plus cruelle de ce que j'avais enduré toute ma vie. Le reniement public de papa, les moqueries de Mac, le rapport ADN comme point final. Je comprenais maintenant. Au moment où il a nié mon sang, à ses yeux, j'avais cessé d'être un vrai fils. Il avait choisi Mac il y a longtemps, et maintenant il utilisait la vérité pour le justifier. Chaque dernière hésitation, chaque attachement persistant en moi s'est effondré avec ses souvenirs. Je me suis levé, j'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti le dossier scellé de secret de maman et je l'ai posé sur la table comme un verdict qui ne pouvait plus être reporté. La lampe éclairait les pages, preuve flagrante de crime, transfert louche, faux contrat. Après un long silence dans l'appartement sombre, j'ai pris ma décision finale. Je remettrai toutes les preuves contre Kevin Bell et Mac Bell à la police, non pas par vengeance, mais pour mettre fin à une chaîne de crimes qui avait été cachée pendant des années sous la façade polie d'une famille respectable. Le secret de maman était devenu une arme, et je l'utiliserai pour chercher la justice pour elle et pour moi. Cette nuit s'est éternisée, mais ma résolution était claire. La tempête arrivait. Alors que les premiers rayons de soleil se glissaient à travers les rideaux fins, je me suis levé,
j'ai préparé un café noir épais, mais je n'ai pas pu en avaler une seule gorgée. Mes mains tremblaient alors que je rassemblais le dossier de maman et sa lettre manuscrite dans une vieille mallette. C'était le moment. Plus de retard. J'ai conduit jusqu'au quartier général de la police de Détroit, ce sinistre bâtiment gris du centre-ville, entouré de voitures de patrouille et de l'atmosphère tendue qu'on ne voit que dans les films. Mon cœur battait la chamade en entrant dans le hall. L'odeur de café rassis et de vieux papier m'a frappé de plein fouet. J'ai demandé à parler à un détective, la voix brisée. J'ai des preuves de crimes financiers. Cela concerne Bell Industrial Group. Ils m'ont conduit dans une petite salle d'interrogatoire. Des murs en béton froid, une table en bois marquée de cicatrices. Un détective d'âge mûr nommé Ramirez s'est assis en face de moi, les yeux vifs mais la voix calme. Racontez-moi toute l'histoire, monsieur Bell. Je lui ai tout raconté. Le testament de maman, le dossier, les preuves d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent, de faux contrats. J'ai fait glisser les documents sur la table avec la lettre de maman comme preuve finale. Ramirez a feuilleté les pages. Ses yeux se sont écarquillés à mesure que l'ampleur de l'affaire devenait claire. C'est grave. Êtes-vous absolument sûr de vouloir remettre ça? C'est votre famille. J'ai hoché la tête, la voix posée, même si mon cœur me faisait mal. Cette famille ne m'inclut plus. Ce matin-là même, j'ai remis l'intégralité du dossier secret et la lettre de maman au département de police de Détroit. Ma signature a tremblé sur le formulaire de réception, une écriture tordue qui ressemblait au point final de tout ce que j'avais autrefois connu comme ma famille. L'affaire a été immédiatement classée comme crime financier majeur. Ils ont tout photocopié, scellé les originaux et transmis le dossier à l'unité des crimes économiques et au bureau du procureur. Ramirez m'a posé une main sur l'épaule. Vous avez bien fait, mais préparez-vous. Ça va être énorme. J'ai quitté le commissariat avec un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Sur le chemin du retour, j'ai imaginé papa et Mac être convoqués. Des appels téléphoniques frénétiques, des visages paniqués, et c'est arrivé. En quelques heures, Kevin Bell et Mac Bell ont été convoqués d'urgence pour interrogatoire. Ramirez l'a confirmé plus tard. Tous deux avaient été emmenés. Le soir même, épuisé après une journée de pensées tumultueuses, je venais de rentrer à mon appartement quand des coups lourds et frénétiques ont secoué la porte. Mon estomac s'est noué. Qui cela pouvait-il être à cette heure? J'ai ouvert. Kevin et Mac se tenaient là, les visages tordus de rage et de panique. Papa, habituellement impeccable dans ses costumes, portait maintenant une chemise froissée, les yeux injectés de sang. Mac se tenait derrière lui, les poings serrés, le visage pâle. Ils sont entrés en force sans attendre d'invitation et ont claqué la porte. « Qu'est-ce que tu as foutu, salaud » a rugi papa, sa voix résonnant dans la petite pièce, faisant trembler les murs. Il a déversé un torrent des insultes les plus viles. Traître, ingrat, destructeur de l'héritage familial. Il a pointé un doigt sur mon visage. Je t'ai élevé, je t'ai nourri, j'ai payé tes études, même si tu n'as jamais rien fait de ta vie. Et maintenant tu me poignardes dans le dos et tu donnes des preuves à la police. Espèce d'ingrat, de traître. Tu détruis tout ce que j'ai construit. Ces mots m'ont profondément blessé, mais je suis resté immobile. Mac est intervenu, m'accusant de jalousie, d'envier l'héritier légitime, d'être un loser pathétique qui se vengeait de la manière la plus lâche. Il s'est approché de moi, le visage rouge. Tu es jaloux de moi, n'est-ce pas? Parce que je suis l'héritier. Parce que j'ai tout. Tu n'as rien. Tu ne fais que traîner avec ce stupide appareil photo. Alors tu fais ça, lâche. Pour qui tu te prends? Un bâtard sans lien de sang qui demande justice. Papa m'a maudit avec les mots les plus lourds qu'un père puisse utiliser, déclarant que j'avais enterré toute la famille Bell vivante. Il arpentait la pièce, la voix stridente. Tu m'enterres. Tu enterres Mac, tu enterres tout l'héritage Bell. Je te maudis, Michael. Tu le regretteras. Leur venin s'est infiltré en moi comme un poison, mais je suis resté silencieux face à leur fureur. Ne me défendant ni ne discutant, les fixant simplement comme s'ils étaient des étrangers. Ils n'étaient plus père et frère, juste deux hommes essayant désespérément de sauver un empire construit sur des mensonges. J'ai regardé papa et je me suis souvenu de moments d'enfance, mais maintenant ce n'était que des cendres. Mac a essayé de me pousser. Papa l'a retenu. Allons-y, fils.
Il n'en vaut pas la peine. Ils sont partis avec des menaces finales. Tu paieras pour ça. Nous te poursuivrons en justice. Laissant l'appartement imprégné d'un silence suffocant. Je me suis effondré sur le lit, l'esprit vide. Le claquement de la porte résonnait encore. Je savais que c'était la dernière fois qu'il franchirait mon seuil. Mais la tension continuait de monter. Que allait-il se passer ensuite? Dans les jours qui ont suivi, des fuites ont commencé à faire surface. Je me suis réveillé avec des appels de numéros inconnus, de journalistes, de vieilles connaissances, tous me posant des questions sur l'affaire. La presse s'est emparée de l'affaire. Les histoires ont explosé dans les journaux locaux et sur les réseaux sociaux. L'empire Bell industriel s'effondre. Un fils renié dénonce les crimes de son père et de son frère. Des millions d'évasions fiscales. Les secrets du testament d'Abigail Bell. Les actionnaires ont paniqué et ont vendu leurs actions. La valeur de l'entreprise a chuté. Les partenaires ont suspendu leur coopération, annulé des commandes. Les clients ont résilié des contrats en masse et ont demandé des compensations. Les ouvriers d'usine ont démissionné en masse. Les chaînes de production se sont arrêtées. Les usines autrefois animées étaient maintenant silencieuses comme des cimetières. J'ai imaginé papa dans son bureau, les téléphones sonnant avec une catastrophe après l'autre, et Mac courant partout pour essayer d'éteindre les incendies. L'empire manufacturier dont Kevin Bell avait été si fier vacillait au bord de la faillite. Les médias ont envahi le siège social, les flashs des appareils photo crépitants. J'ai évité tout le monde, j'ai éteint mon téléphone et je suis resté terré dans mon appartement. Puis la véritable tempête a éclaté. Après que des experts indépendants ont vérifié chaque élément de preuve, des mandats d'arrêt ont été émis. Kevin Bell et Mac Bell ont été placés en garde à vue au siège de l'entreprise, à la vue des employés et de la presse. Je l'ai entendu à la radio. Kevin Bell, 66 ans, et son fils, Monsieur Bell, 28 ans, emmenés menottés devant une foule stupéfaite. Une scène qui a choqué Détroit. Je pouvais l'imaginer. Papa, autrefois si imposant, baissant maintenant la tête dans des menottes en acier. Max sanglotant et suppliant. Mon cœur me faisait mal, mais je savais que c'était la conséquence inévitable. Le procès a duré des semaines, d'interminables interrogatoires, contre-interrogatoires et audits financiers par des agences indépendantes. J'ai été appelé comme témoin, debout dans une salle d'audience bondée sous des lumières aveuglantes et des regards scrutateurs. L'avocat de la défense de papa a remué le couteau dans la plaie. Vous avez fait ça par ressentiment familial, n'est-ce pas? J'ai répondu calmement. Je ne l'ai pas fait par haine. Je l'ai fait pour la justice. Je ne voulais pas que ces crimes soient enterrés pour toujours. Les confrontations ont été brutales. Papa et Mac étaient assis sur le banc des accusés, décharnés et les yeux creux, me fixant avec une haine pure. Les experts comptables judiciaires ont présenté les preuves. Des millions d'impôts éludés, des comptes offshore, des signatures falsifiées. Indéniable. Finalement, face à des preuves irréfutables, Kevin Bell a été condamné à 18 ans de prison pour évasion fiscale à grande échelle, blanchiment d'argent et falsification de documents financiers. Monsieur Bell a reçu 9 ans en tant que complice pour dissimulation de crimes et signature de contrats frauduleux. Le marteau est tombé. Des applaudissements épars se sont élevés dans la salle d'audience. La justice avait prévalu. Tous les actifs liés au crime ont été gelés et placés sous enquête indépendante. Usines, comptes bancaires, biens immobiliers, tout a été scellé. L'empire Bell s'est complètement effondré. Dans les journaux et aux nouvelles du soir, j'étais dépeint comme le fils qui avait courageusement dénoncé sa propre famille pour révéler le côté sombre d'un géant de l'entreprise, un choix que le public admirait et trouvait déchirant à la fois. Les titres m'appelaient « Le héros réticent ». Michael Bell et le scandale Bell industrial. Mais tout ce que je ressentais était un vide froid et lourd, comme si j'avais personnellement coupé le dernier fil qui me reliait à une famille. Je suis resté assis seul, regardant par la fenêtre, les larmes coulant sur mes joues. Papa et Mac étaient maintenant des prisonniers. L'entreprise avait disparu. J'avais fait ce qu'il fallait. Pourtant, pourquoi cela faisait-il si mal? Au milieu de l'attention publique, je savais que je n'étais pas un héros. J'étais simplement celui qui avait été forcé de dire la vérité que maman avait portée seule toute sa vie. Elle était restée silencieuse pour protéger. J'ai parlé pour la libérer. Mais le prix était écrasant. Le suspense et le drame ont maintenant cédé la place à un profond et silencieux chagrin.
Quelle sera ma vie à partir de maintenant? Après que le procès s'est finalement terminé avec le marteau du juge résonnant encore dans mon esprit, je suis retourné à ma propre vie. La frénésie médiatique s'est calmée. Les confrontations tendues de la salle d'audience étaient terminées. La cour avait parlé et le monde semblait m'oublier. Je suis retourné à mon appartement exigu et loué en périphérie de Détroit, j'ai verrouillé la porte, j'ai éteint mon téléphone et j'ai simplement essayé de respirer. La vie était devenue un vaste silence, mais pas un silence paisible. C'était comme le vide creux laissé après une tempête où tout a été balayé et où il ne reste que des débris. J'ai géré l'argent que maman m'avait laissé. Ces 15 millions de dollars secrets avec une extrême prudence. Pas d'extravagance, pas de luxe. J'ai ouvert un petit studio de photographie dans un quartier calme à environ 30 minutes de route du centre-ville. C'était un simple espace loué avec des murs blancs, des étagères pleines de livres de photographie et un coin pour la retouche avec mon vieil ordinateur. La plupart de l'argent restant, je l'ai investi de manière conservatrice dans des options à long terme et à faible risque, des comptes d'épargne à intérêt élevé, des actions de premier ordre stable et quelques modestes biens immobiliers en banlieue. Pas de jeu, pas d'ambition. Je voulais seulement assez pour vivre confortablement et poursuivre ma passion sans jamais me soucier de la prochaine facture. Le travail a commencé lentement. Des mariages, des événements locaux, des séries d'art personnel pour de petites expositions. Les clients sont venus progressivement, attirés par l'honnêteté émotionnelle brute de mes photos. Des visages de travailleurs fatigués, des rues de Détroit trempées de pluie, des enfants souriant à pleines dents. Le studio n'était pas un empire, mais c'était le mien. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'avais vraiment ma place quelque part. 1 an plus tard, l'entreprise s'était stabilisée. Les revenus sont devenus réguliers. Pas riches, mais assez pour que j'achète une petite maison en périphérie de Détroit. Un endroit simple avec un jardin verdoyant et un garage assez grand pour ma vieille voiture. J'ai peint les murs moi-même, j'ai arrangé les meubles, un bureau près de la fenêtre donnant sur les arbres, des étagères remplies de vieux tirages, et un petit coin cuisine où je prépare du café chaque matin. Rien de somptueux, rien d'ostentatoire, juste une maison qui était vraiment la mienne. Un endroit où je pouvais me réveiller sans le poids du loyer ou les fantômes du passé. J'ai quitté l'appartement, n'emportant que mon appareil photo et mes souvenirs de maman. La maison est devenue mon sanctuaire, un refuge où je pouvais me couper du monde extérieur. La vie s'est écoulée tranquillement. Pas de fête, pas d'extravagance. Le matin, je me levais tôt, appareil photo à la main, errant dans les banlieues, photographiant les levers de soleil brumeux ou les visages amicaux des voisins. L'après-midi, retouche au studio, envoi de fichiers aux clients. Tard le soir, assis seul avec une tasse de thé chaud, regardant de vieilles photos, en particulier celle de maman sous la chaude lumière de la lampe de bureau. Son doux sourire. Les week-ends étaient de rares journées tranquilles, à lire, à ranger la maison, ou simplement à m'allonger sur le canapé, écoutant du jazz doux. Pas d'amis proches, pas de relations amoureuses. J'ai choisi la solitude comme moyen de guérir. Détroit est resté la même. Des rues bruyantes, des usines enfumées. Mais pour moi, c'était devenu un endroit pour recommencer. Pourtant, au fond de moi, la culpabilité n'a jamais complètement disparu. Elle persistait comme une vieille cicatrice qui fait mal de temps en temps. Je pensais à papa et à Mac en prison, face à des murs froids pendant des années. Avais-je été trop cruel? La justice valait-elle ce prix? Plusieurs fois, j'ai écrit des lettres à la prison pour demander de leurs nouvelles, essayant d'apaiser la culpabilité de les y avoir mis moi-même. Des notes simples. Papa, comment vas-tu? Je m'inquiète pour ta santé. Mac, comment tiens-tu le coup? J'espère que tu vas bien. Je les ai envoyés avec un faible espoir, une réponse, un signe que le sang comptait encore, mais chaque lettre a été retournée non ouverte, marquée, le destinataire refuse la livraison. Pas une seule réponse. Kevin et Mac avaient choisi de rompre tout contact avec moi. Chaque enveloppe retournée ressemblait à un autre coup de poignard dans le cœur. Pour eux, j'étais l'ennemi, le traître. Après de nombreuses tentatives silencieuses et seulement le vide en retour, j'ai finalement arrêté. J'ai accepté qu'il n'y avait plus rien à quoi se raccrocher. À partir de ce moment, j'ai officiellement coupé tous les liens avec la famille Bell. Plus de lettres, pas de visites, pas de pensées pour eux. Ma vie était maintenant entièrement la mienne. Seul mais libre. 2 ans plus tard, par ce qui semblait être un après-midi d'automne ordinaire, j'étais assis dans le studio à retoucher une série de portraits.
La lumière dorée du soleil filtrait par la fenêtre. Une musique douce jouait depuis le petit haut-parleur. La vie avait trouvé son rythme. Le studio était plus occupé. La petite maison semblait chaleureuse et sûre. Et la vieille douleur s'était lentement estompée. Je pensais avoir tourné la page, appris à vivre sans le passé. Puis mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Par habitude, j'ai répondu. Une voix féminine tendue de l'hôpital, professionnelle mais anxieuse. Allô, est-ce bien Michael Bell? C'est l'hôpital central de Détroit. Nous vous appelons concernant monsieur Kevin Bell. Mon cœur s'est arrêté. Papa, après 2 ans de silence, pourquoi maintenant? J'ai serré le téléphone, la voix tremblant légèrement. Oui, c'est Michael. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Ils m'ont dit que Kevin Bell avait développé un syndrome myélodysplasique sévère, une complication potentiellement mortelle aggravée par les conditions de détention et l'âge. Son pronostic était critique. La seule chance réaliste de survie était une greffe de moelle osseuse, mais aucun donneur compatible n'avait été trouvé dans le registre national. Nous avons fouillé toute la base de données. Aucune correspondance HLA avec une compatibilité suffisante. Compte tenu de l'urgence, nous contactons tous les parents de sang direct pour des tests. Je me suis figé un instant, puis je me suis ressaisi. Compatibilité HLA, correspondance génétique, parents de sang direct. Mais papa m'avait renié. Le test ADN d'il y a 2 ans avait prouvé que je n'étais pas son fils. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit calmement, Kevin a toujours un autre fils, Mac Bell, qui est actuellement incarcéré. Pourquoi ne pas le contacter? Mac est le fils biologique, l'héritier. La femme a fait une pause, puis a répondu, nous avons déjà testé Mac Bell. Les résultats montrent que ces marqueurs HLA ne sont pas assez compatibles pour une greffe sûre. Par conséquent, nous n'avons d'autre choix que de vous contacter, Michael Bell, en tant que dernier parent restant qui pourrait être compatible. Pouvez-vous venir à l'hôpital pour des tests? C'est une urgence. Ces mots m'ont frappé comme la foudre. Ma main tremblait en tenant le téléphone. Un frisson m'a parcouru l'échine. Le studio est soudainement devenu suffocant. La lumière de l'après-midi est devenue aveuglante. Mac n'était pas compatible. Le fils en qui papa avait tout investi. Celui qu'il avait choisi à ma place n'était pas compatible. J'ai répété, la voix brisée, c'est impossible. Mac est son vrai fils. Nous ne nous basons que sur les résultats des tests, a-t-elle dit professionnellement. C'est précisément pourquoi nous vous contactons. À ce moment-là, j'ai réalisé que tout était sur le point de prendre une direction que je n'avais jamais attendue, brisant ce que j'avais cru au cours des 2 dernières années. Cet appel n'était pas une coïncidence. C'était une autre bombe prête à faire exploser le passé que j'avais tant essayé d'enterrer. Mon cœur battait la chamade. Le suspense m'a envahi. La vie que je pensais s'être enfin installée était de nouveau bouleversée. J'ai murmuré dans le téléphone, d'accord, je serai là tout de suite. Mais au fond de moi, je savais que la véritable vérité attendait. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté au lit, la couverture remontait jusqu'au menton, mais le sommeil me fuyait comme un ennemi. Les pensées s'empilaient les unes sur les autres, creusant plus profondément dans mon esprit. L'image de papa me reniant publiquement à son gala de retraite. Sa voix froide résonnant devant des centaines d'invités. Il n'est pas mon fils biologique. Aucun lien de sang. Mon père, Kevin Bell, autrefois un homme de fer, gisait maintenant faible, sa vie suspendue à la moelle osseuse de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, c'était peut-être moi. Mais pourquoi Mac n'était-il pas compatible? Mac, celui en qui papa avait déversé tout son amour, son pouvoir et son héritage. Le test ADN d'il y a 2 ans avait déclaré Mac le vrai fils et moi l'étranger. Que se passait-il maintenant? Maman avait-elle caché autre chose? Elle avait dissimulé les crimes de papa pendant des décennies. Aurait-elle pu aussi cacher la vérité sur nos origines? Je me suis tourmenté entre le soupçon et la peur, me demandant sans cesse si ce n'était qu'une erreur médicale ou un horrible secret enterré depuis des décennies. Est-ce que papa le savait? Ou avait-il été trompé, lui aussi? Je n'arrêtais pas de penser à ce rapport ADN que Mac m'avait jeté au visage la nuit après le gala. 6 mois plus tôt, il m'avait testé dans mon dos. Résultat, 0% de paternité avec Kevin Bell. Pourtant, maintenant, les résultats HLA racontaient une autre histoire. HLA,
l'antigène des leucocytes humains, est un marqueur génétique plus profond utilisé pour la compatibilité des greffes d'organes. Si Mac n'était pas compatible, qu'est-ce que cela signifiait? L'ancien test ADN était-il faux? Y avait-il eu infidélité, tromperie dans la famille? La peur m'a inondé. Peur que la vérité ne renverse tout ce que j'avais accepté. Peur que j'étais sur le point de faire face à une tragédie encore plus grande. Près de l'aube, épuisé par le chaos dans ma tête, j'ai décidé que j'irais directement à l'hôpital pour le découvrir par moi-même. J'étais resté éveillé pendant des heures, le corps vidé, l'esprit toujours en ébullition. Quand la première lumière s'est glissée à travers les rideaux, je me suis levé, j'ai fait du café, mais mes mains tremblaient si fort que j'en ai renversé la moitié. J'ai enfilé ma vieille veste, j'ai passé l'appareil photo sur mon épaule par habitude comme un bouclier, et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital. Dès 3 tôt le matin était calme, les travailleurs de nuit traînant les pieds, les gaz d'échappement des bus se mêlant au brouillard. Je me suis garé sur le parking de l'hôpital, la façade en verre de l'immense bâtiment scintillant faiblement sous le soleil pâle. À l'intérieur, l'odeur piquante de désinfectant m'a frappé. Le système de sonorisation appelait les noms des patients. Je me suis dirigé vers le bureau d'accueil, la voix ferme. Je suis Michael Bell. Je suis ici pour le test HLA pour Kevin Bell. Une infirmière m'a conduit dans une petite salle d'attente. Des murs blancs stériles, des chaises en plastique dur. J'ai exigé de voir le dossier HLA de Mac d'abord. J'ai besoin de confirmer avant de décider quoi que ce soit. Ils ont hésité, mais après avoir vérifié les papiers, un médecin d'âge mûr, le docteur Arlon, est entré avec un mince dossier. Il a ajusté ses lunettes et a parlé doucement. C'est le dossier de Mac Bell. Vous avez le droit de le voir en raison de l'urgence. Je l'ai ouvert, le cœur battant à tout rompre. Le rapport indiquait clairement, Monsieur Bell présente une compatibilité biologique insuffisante pour un don de moelle et n'est pas confirmé comme un parent de sang direct de Kevin Bell sur la base des données génétiques stockées. Les chiffres en noir et blanc montraient une compatibilité HLA bien inférieure aux 50% requis. Je l'ai lu encore et encore, sentant un trou béant s'ouvrir dans ma poitrine. Pas un parent de sang direct. Mac, l'héritier à qui papa avait tout donné. N'était pas son fils? Le choc m'a envahi. J'ai dû m'agripper à la table pour rester debout. Le docteur Arlon m'a observé. Les résultats sont clairs. Mac ne peut pas donner. Je suis resté figé, le monde s'effondrant. Si Mac n'était pas le fils biologique, alors le test ADN d'il y a 2 ans était un faux. Ou papa avait-il été trompé? J'ai murmuré, et moi, docteur? Il a hoché la tête. Nous allons vous tester tout de suite. Ils ont prélevé du sang et ont effectué une analyse en urgence. Quelques heures plus tard, les résultats étaient prêts. J'ai attendu dans le couloir, l'esprit en plein désarroi, regardant les patients passer en fauteuil roulant avec des potences à perfusion. Le docteur Arlon est revenu en tenant le papier. Vos résultats montrent une compatibilité totale pour une greffe de moelle à Kevin Bell, et l'analyse génétique confirme que vous, et seulement vous, êtes son fils biologique. Quand la vérité a finalement éclaté, je n'ai ressenti aucun réconfort, seulement l'ironie amère qui me serrait le cœur. Le fils rejeté toute sa vie était celui qui portait le sang de son père. Après tout, j'étais le vrai fils. Papa avait utilisé un faux test pour se débarrasser de moi. Ou maman avait-elle caché la vérité sur Mac? Je suis resté là, le papier tremblant dans ma main, les larmes menaçant. Le docteur Arlon m'a posé une main sur l'épaule. Vous êtes son seul espoir, mais la décision vous appartient. J'ai hoché la tête, mais mon esprit était engourdi. Je n'avais pas encore décidé si je donnerais. J'ai quitté l'hôpital en silence, j'ai marché jusqu'au parking sous le dur soleil de l'après-midi, portant des questions qui me rongeaient sans relâche. Pourquoi? Pourquoi un père pouvait-il renier publiquement sa propre chair et son propre sang pour ensuite faire face à la mort et avoir besoin de la vie de ce même fils pour survivre? Connaissait-il la vérité? Ou était-ce tout le stratagème de Mac? J'ai conduit jusqu'à la maison, l'autoroute se brouillant à travers les larmes, sentant ma vie basculer une fois de plus. J'avais besoin de temps pour comprendre comment un père pouvait rejeter son vrai fils puis se retrouver aux portes de la mort, ayant besoin de la moelle de ce fils. De retour à ma petite maison, je me suis effondré sur le canapé et j'ai regardé le jardin qui s'assombrissait. Les souvenirs ont afflué, le gala de retraite. Le déni de papa. Le rire de Mac. Et maintenant? Si j'étais le vrai fils,
Alors qui était Mac? De qui était-il l'enfant? Est-ce que maman le savait? Elle avait caché les crimes financiers de papa. Avait-elle aussi caché une liaison? Ou est-ce que papa avait été celui qui l'avait trahi? Je suis resté assis là pendant des heures, l'esprit en plein chaos, ne mangeant ni ne buvant. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi hébété, laissant le passé et le présent se heurter en moi, toujours incapable de faire un choix final. Je suis resté au lit, fixant le plafond sombre, les pensées tourbillonnant. Donner de la moelle signifiait sauver l'homme qui m'avait abandonné. Refuser signifiait le laisser mourir et porter cette culpabilité pour toujours. Après une autre nuit de tourments, quand l'aube s'est de nouveau levée, j'ai finalement conduit jusqu'à l'hôpital et j'ai signé le formulaire de consentement pour la greffe. Je suis arrivé épuisé, mais la décision s'était solidifiée. Elle n'était pas née d'un pardon total. J'avais encore mal des années de rejet, du faux test, de tout. Le ressentiment ne s'était pas non plus complètement dissipé. La colère couvait encore. Je l'ai fait pour une raison que je ne pouvais nier. Peu importe à quel point il m'avait rejeté, Kevin Bell était toujours mon père biologique. Son sang coulait dans mes veines, peu importe avec quelle véhémence il le niait. Et par-dessus tout, je l'ai fait parce que je refusais de devenir le genre de personne qu'il avait été pour moi. Froid, impitoyable, prêt à jeter les liens du sang pour le pouvoir. J'ai signé les papiers, la main tremblant légèrement, mais le cœur étrangement calme. Le docteur Arlon a hoché la tête. Vous êtes un fils merveilleux. Je suis sorti de l'hôpital dans le vent d'automne, portant un sentiment étrange. Pas de joie, pas de regret, juste la prochaine étape d'une vie pleine de paradoxes. Le suspense s'est maintenant transformé en attente. Comment se déroulera la greffe? Et quelle est toute la vérité sur Mac? Ma vie a de nouveau changé. La veille de la greffe de moelle officielle, je suis retourné à l'hôpital pour effectuer les dernières procédures préopératoires. Détroit tôt le matin était encore enveloppé de brouillard. J'ai traversé des rues vides pendant que la radio annonçait un temps frais. L'hôpital m'a accueilli avec la piqûre familière de désinfectant et la sono qui résonnait, appelant les noms des patients dans de longs couloirs. J'ai rencontré le docteur Arlon à la clinique. Il a de nouveau examiné mes analyses de sang, a pris ma tension artérielle et a expliqué la procédure. Vous serez sous anesthésie locale. Nous prélèverons de la moelle de l'os iliaque. Ce n'est pas très douloureux, mais vous aurez besoin de repos après. J'ai hoché la tête et j'ai signé quelques formulaires de plus, bien que mon esprit soit ailleurs. En moi déferlait un mélange de curiosité et d'appréhension. Je voulais voir mon père, lui demander la vérité. Le savait-il seulement, ou croyait-il encore au mensonge qu'il avait lui-même créé? Une fois les formalités administratives terminées, je suis sorti dans le couloir, avec l'intention de rentrer chez moi et de me reposer. Mais en passant devant l'unité de soins intensifs, mes pieds se sont arrêtés d'eux-mêmes. La zone était calme. Des chambres d'isolement aux parois de verre, le bip régulier des moniteurs. Je me suis arrêté devant la chambre que le docteur Arlon avait mentionnée avec désinvolture, la chambre de Kevin. À travers la vitre, l'homme qui se tenait autrefois au sommet du pouvoir n'était plus qu'un corps fragile soutenu par des machines et des médicaments. Mon père, Kevin Bell, gisait là, la peau cendrée, les cheveux clairsemés et blancs comme neige, les yeux fermés sous le masque à oxygène. Il avait dépéri. Les traits autoritaires et acérés qui me terrifiaient autrefois n'étaient plus que des rides profondes sur un visage épuisé. Le moniteur cardiaque bipait régulièrement. Les perfusions gouttaient rythmiquement, et la pièce était lourde de l'odeur des médicaments. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père complètement impuissant. Plus de costume puissant. Plus de voix autoritaires. Plus de regards méprisants. Juste un vieil homme faible luttant contre la mort. Ma poitrine s'est serrée, non pas d'une pitié instantanée, mais d'une douleur étrange, comme si je regardais mon propre reflet dans un miroir brisé. Il avait été autrefois le père dont je voulais désespérément la reconnaissance, puis l'ennemi que je devais affronter. Maintenant, il était simplement un être humain sur le point de quitter ce monde. J'ai hésité, puis j'ai tapoté légèrement sur la vitre. Une infirmière de passage m'a reconnu grâce au dossier et a hoché la tête. Vous pouvez visiter brièvement, 5 minutes seulement. Elle m'a aidé à enfiler une blouse d'isolement et un masque, puis a ouvert la porte. Je suis entré. Le son des machines était plus fort. L'air froid m'a mordu la peau. Je suis resté près du lit dans un silence pesant. Lentement, Kevin a ouvert les yeux, obscurcis par les médicaments, mais il m'a ensuite reconnu.
Son visage est passé de l'épuisement à la confusion, au désarroi et à une peur que je n'avais jamais vue en lui auparavant. Il a essayé de se redresser, mais son corps frêle a à peine bougé. J'ai saisi la barrière du lit, la voix calme, bien que mon cœur soit en pleine tempête. Je suis venu terminer les formalités. Je vais donner la moelle. Il a fixé, les yeux écarquillés comme s'il ne pouvait pas le croire. Puis il a murmuré, la voix tremblante. Toi, c'est toi qui es compatible. Et Mac? J'ai hoché la tête. Il est resté silencieux, fixant la fenêtre givrée. Puis il a commencé à parler faiblement mais rempli d'émotion. Kevin a dit que jusqu'à ce moment même, il avait vraiment cru que Mac était son fils biologique. Et cette croyance l'avait rendu assez cruel pour me renier publiquement au gala de retraite. J'ai toujours pensé que Mac était à moi. Ce test ADN, Mac me l'a montré. Il a dit que tu ne l'étais pas. Et je l'ai cru. Mais maintenant, c'est toi qui me sauves la vie. Il a toussé. Les moniteurs ont bipé plus vite. Une infirmière a jeté un regard anxieux à travers la vitre. Je suis resté immobile, écoutant, le cœur battant. Il a continué, la voix brisée. J'admets que je n'ai jamais vérifié la vérité. Je n'ai jamais douté du choix sur lequel j'avais misé toute ma vie. Mac était comme moi. Ambitieux, dur. Toi, tu ressemblais à ta mère, sensible, rêveur. Je pensais que tu étais l'erreur. Pourtant, moi, le fils qu'il avait publiquement rejeté, j'étais maintenant le seul à pouvoir le sauver. Il m'a regardé, les yeux brillants. Et maintenant, Mac n'est pas compatible. Et toi? Es-tu vraiment mon fils? J'avais tort, Michael. Dans son état de délabrement, Kevin a avoué qu'au gala de retraite, son reniement public de moi provenait d'une obsession du pouvoir et d'un plan de succession déjà fixé sur Mac. Cette nuit-là, j'étais possédé par le pouvoir. Je voulais que Mac hérite de tout. Je voulais que l'entreprise soit propre, libre de toi, celui qui ne cadrait pas. J'ai utilisé ce rapport ADN comme excuse. J'ai mis le pouvoir, la réputation et l'ambition au-dessus de la paternité. Il a fait une pause, respirant difficilement. L'oxygène sifflait. Ce n'est qu'en faisant face à la mort que j'ai dû regarder en face les conséquences irréversibles. Je suis en train de mourir, et maintenant je vois. J'ai tout perdu. Il a admis que pendant des années, il s'était convaincu que Mac était l'avenir et que j'étais le fardeau. Je me suis dit que Mac était l'avenir et que tu étais un poids mort. Je lui ai tout donné. L'argent, les opportunités, l'amour, et toi. Je t'ai repoussé. Il a de nouveau toussé, la voix s'éteignant. Je n'aurais jamais imaginé que ce choix mènerait à l'ironie la plus cruelle. Verser toute ma vie sur quelqu'un qui n'est pas de mon sang et abandonner mon vrai fils. Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux. Cet effondrement n'était plus celui d'un titan de l'entreprise. L'entreprise s'était effondrée il y a longtemps, mais c'était l'effondrement total d'un père. Il a pleuré, des larmes coulant sur ses joues ridées, et je l'ai vu. Pas le puissant Kevin Bell, mais un vieil homme plein de regrets, impuissant face au destin. J'ai écouté en silence. Pas de triomphe, pas de libération. Ces aveux n'effaçaient pas les années de rejet, les étés solitaires, le mépris, le faux test qui m'a plongé dans l'obscurité. Mais ils ont finalement donné une réponse au paradoxe de ma vie. Il avait choisi le pouvoir plutôt que la paternité, et maintenant il payait de sa vie. Mac, celui qui n'était pas son fils, était le produit de cet aveuglement. Je suis resté là, les émotions confuses, la colère, la pitié et un faible soulagement. L'infirmière a tapoté sur la vitre. Le temps était écoulé. Avant que je ne me retourne pour partir, Kevin a murmuré un merci, la voix à peine audible. Merci, mon fils. Je n'ai pas répondu. Je ne donnais pas par gratitude. Je le faisais pour ma propre conscience. Je ne lui avais pas entièrement pardonné. Les blessures étaient trop profondes. Mais j'ai choisi de ne pas devenir comme lui. Je suis sorti. La porte s'est refermée derrière moi avec un léger clic. Alors que la porte de l'unité de soins intensifs se fermait, j'ai compris que cette rencontre n'était pas une question de réconciliation. Rien ne pouvait guérir autant de dégâts, mais il s'agissait de clore une bonne fois pour toute une tragédie familiale bâtie sur les préjugés, l'ambition et l'aveuglement du pouvoir. Je suis entré dans le couloir, un courant d'air provenant de la fenêtre transportait l'odeur des médicaments.
Le suspense s'est transformé en acceptation. La greffe approche, et quel que soit le résultat, je suis libre. La greffe de moelle a eu lieu comme prévu par un matin brumeux à Détroit. Je suis arrivé tôt à l'hôpital, j'ai enfilé la blouse d'isolement et je me suis allongé sur la table d'opération, le cœur battant. L'anesthésie locale a été administrée, et j'ai senti des piqûres vives dans mon bassin pendant qu'il prélevait la moelle. Une procédure qui a duré plusieurs heures, mais j'ai serré les dents et j'ai enduré. Non pas parce que je me sentais héroïque, mais parce que c'était mon choix. Je me suis reposé en salle de réveil, le corps épuisé, mais l'esprit étrangement clair. Quelques jours plus tard, les signes vitaux de Kevin ont commencé à se stabiliser. Le rythme cardiaque s'est stabilisé, l'oxygène sanguin a augmenté, et les médecins ont confirmé que la greffe était un succès. Le docteur Arlon m'a dit, il est hors de danger. Votre moelle était parfaitement compatible. Aucune complication. J'ai expiré de soulagement, mais je n'ai ressenti aucune joie. Juste un fardeau levé pour être remplacé par d'autres. Kevin a survécu à la crise, mais sa santé s'était effondrée de manière irréversible. Il était visiblement émacié, la peau pâle, et avait besoin de béquilles pour se déplacer pendant ses derniers jours à l'hôpital. Je ne lui ai pas rendu visite à nouveau. Il n'y en avait pas besoin après cette dernière conversation. Une fois stable, il a été transféré en prison pour purger le reste de sa peine. D'un magnate autrefois puissant qui dirigeait Bell Industrial Group d'une main de fer et commandait le monde des affaires de Détroit, il était devenu un prisonnier frêle et vieillissant dont la vie dépendait maintenant du fils même qu'il avait renié. Chaque battement de son cœur était soutenu par ma moelle, le sang qu'il avait autrefois nié. La vie de Kevin Bell était entrée dans une longue phase de bilan. Plus de pouvoir, plus de prestige, seulement une confrontation quotidienne avec le regret. Grâce à des mises à jour éparses de l'avocat Martin, j'ai appris qu'il était assis dans sa cellule à regarder les barreaux, pensant au choix qui avait tout détruit. Plus d'entreprises à diriger, plus de Mac dont être fier, juste la solitude et la maladie. Je n'ai ressenti ni pitié ni satisfaction. C'était simplement la fin inévitable d'une tragédie de sa propre fabrication. Après m'être remis du don, des semaines de fatigue et de hanches douloureuses, j'ai décidé de rendre visite à Mac en prison une dernière fois pour mettre un terme à tout cela. Il était temps d'affronter l'homme qui avait falsifié la vérité et m'avait plongé dans l'obscurité pendant 2 ans. J'ai conduit jusqu'à la prison en périphérie, un complexe gris avec de hauts murs et du fil barbelé, lourd de l'odeur d'humidité et du claquement des verrous. Dans la salle de visite, nous étions assis l'un en face de l'autre, séparés par une vitre. Mac avait beaucoup maigri. Son visage était émacié. Des cernes sombres sous les yeux, les cheveux coupés courts et en désordre. L'uniforme de prisonnier flottait sur ce qui avait été autrefois une silhouette forte. L'arrogance et le mépris avaient disparu de son regard, remplacés par l'épuisement, la confusion et une trace de peur. Quand il m'a regardé, nous avons décroché les téléphones. Sa voix était rauque à travers le haut-parleur. « Michael, mais pourquoi es-tu là après tout ?» J'ai regardé droit dans ses yeux, calme. « Pour en finir, pour te poser des questions sur ce test ADN, et pourquoi tu n'étais pas compatible avec papa. » Mac a baissé la tête, silencieux pendant un long moment, puis a avoué d'une voix étranglée qu'il avait secrètement échangé les échantillons d'ADN des années auparavant, terrifié de perdre sa place d'héritier et hanté par la peur que je puisse le surpasser. « Toi. Papa t'a toujours vu comme l'échec, mais j'avais peur. J'ai payé un laboratoire privé pour falsifier les résultats. J'ai montré à papa le faux rapport et je l'ai convaincu que tu n'étais pas son fils. Je l'ai fait pour assurer ma position, pour m'assurer que tout me reviendrait. » Ces mots coupaient comme une lame. Donc, tout avait été un mensonge juste pour m'éliminer. Il a continué, le faux rapport est devenu la base du reniement public de Kevin au gala de retraite et de la spoliation complète de mon héritage. Cette nuit-là, j'ai poussé papa à le faire, à le rendre définitif pour que tu ne puisses jamais revenir. Je pensais avoir gagné. Mais maintenant, j'ai tout perdu. Dans l'effondrement total de ses croyances et de ses valeurs, Mac a baissé la tête et s'est excusé d'avoir détruit ma vie juste pour s'accrocher à une fausse identité. Il a pleuré, la voix brisée à travers le récepteur. « Je suis désolé, Michael. J'ai ruiné ta vie. Je t'ai chassé de la famille. Je t'ai fait vivre un mensonge. Je ne suis pas son vrai fils. J'avais peur de tout perdre, alors j'ai fait ça. Maintenant je suis ici, payant pour mes erreurs. Je suis resté assis à le regarder pleurer, mais je n'ai ressenti aucun plaisir vengeur, aucun frisson de victoire.
Au lieu de cela, j'ai réalisé que nous avions tous les deux été des enfants abîmés de différentes manières. J'ai été rejeté pour ne pas correspondre aux ambitions de papa. Mac vivait dans la peur de perdre ce qu'il avait et s'y est accroché avec des mensonges. Nous étions tous les deux victimes d'une famille pourrie de l'intérieur. Avant de partir, je n'ai offert ni pardon ni condamnation. J'ai simplement hoché la tête froidement, j'ai raccroché le téléphone et je suis parti. À partir de ce moment, notre relation s'est terminée en silence. Plus rien à dire, plus rien à sauver. Je suis sorti de la prison. Le vent froid m'a fouetté le visage. J'ai eu l'impression qu'un chapitre s'était enfin refermé. Le lendemain, je suis allé au cimetière où repose maman. La route familière à travers les banlieues de Détroit, bordée d'arbres dorés d'automne, m'a conduit au cimetière tranquille à flanc de colline. Je me suis garé, j'ai pris un bouquet de marguerites blanches, ses préférées, et j'ai marché jusqu'à sa tombe. Devant la pierre tombale d'Abigail, je suis resté longtemps en silence, le vent murmurant à travers les rangées de pierres, transportant l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes. La pierre portait son nom et ses dates avec la simple inscription « Mère bien-aimée ». Je me suis agenouillé, j'ai déposé les fleurs et j'ai commencé à parler, murmurant comme si elle était là. Je lui ai parlé de la greffe, de papa qui a survécu pour faire face aux conséquences de ses choix, de la vérité que Mac n'était pas son fils, une vérité qu'elle avait cachée toute sa vie. Maman, je l'ai sauvée. Ma moelle était compatible, et le test a prouvé que je suis le vrai fils. Mais Mac, il ne l'est pas. Tu le savais, n'est-ce pas? Tu es restée silencieuse pour protéger tout le monde. Mais pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Ma voix s'est brisée. Des larmes ont coulé sur mes joues. Je suis resté assis là pendant des heures, lui racontant les années depuis son départ, le procès, les peines de prison, et maintenant cette ironie finale. J'étais reconnaissant pour son amour et sa protection. Pourtant, pour la première fois, j'ai aussi fait face à la douloureuse vérité que son silence avait contribué à prolonger la tragédie. Elle nous avait tant aimés qu'elle avait tout enduré. Cacher les crimes de papa, cacher les origines de Mac, enterrer chaque secret pour garder la famille intacte. Mais ce silence avait nourri les mensonges, m'avait gardé dans l'obscurité et avait poussé Mac à la tromperie. Deux sentiments opposés vivaient en moi à la fois. Une profonde compassion pour une femme qui a passé sa vie dans la peur dans une maison froide avec un mari autoritaire, sacrifiant tout pour ses enfants, et la douleur de réaliser que j'avais aussi été victime des secrets même qu'elle avait choisi de garder. Si elle avait parlé plus tôt, peut-être que tout aurait été différent. J'ai pleuré, non pas de colère ou de blâme, mais de chagrin. Il ne restait plus de rage, plus de ressentiment. Ce qui restait était un pardon lucide, ni idéalisé ni illusoire. Je lui ai pardonné parce qu'elle était ma mère, la seule personne qui m'avait vraiment aimé. Mais je ne répéterai jamais son erreur. Plus de silence face aux mensonges. Avant de quitter le cimetière, je me suis levé, j'ai essuyé mes larmes et j'ai regardé sa pierre une dernière fois. J'ai compris. La famille Bell avait officiellement pris fin ici même, entre la mort de maman et la chute de papa. Plus de Bell industrial. Plus d'héritage de pouvoir. Plus de couches de secrets. Le reste de ma vie n'appartient plus au secret, au pouvoir ou à la haine. Il appartient à un choix différent, celui de vivre ouvertement et librement. J'ai conduit jusqu'à la maison avec les fenêtres baissées, le vent d'automne s'engouffrant, transportant la première sensation de légèreté que j'avais connue depuis des années. Le suspense, le drame. C'est fini. Maintenant, il est temps de vraiment vivre. Après que toutes les tempêtes furent passées, je suis retourné à ma vie simple dans la petite maison en périphérie de Détroit. Cette maison, avec son jardin verdoyant et un garage juste assez grand pour ma vieille voiture, était vraiment devenue un refuge après la tempête. J'ai rangé le studio de photographie, réarrangé les vieux tirages sur les étagères et j'ai recommencé avec de petits boulots réguliers. La vie a repris son rythme familier. Me lever tôt pour préparer un café noir fort, prendre l'appareil photo et errer dans les rues familières, photographiant des visages ordinaires, des travailleurs fatigués quittant leur poste, des enfants jouant sous le soleil d'automne ou les coins usés des vieilles usines que je connaissais depuis l'enfance. Le studio fonctionnait de manière stable. Je ne suis jamais devenu fabuleusement riche, mais je gagnais assez pour vivre de mon propre talent et de ma passion. Mariage, événements communautaires, séries artistiques pour les galeries locales. Les revenus n'étaient pas somptueux comme l'argent que maman m'avait laissé, que j'investissais toujours prudemment, mais ils étaient honnêtes, gagnés de mes propres mains. Chaque tirage vendu était une petite joie,
un rappel que je vivais la vie que j'avais choisie, non plus liée par l'héritage de mon père ou les secrets du passé. Quelques années plus tard, une fois que le studio a commencé à générer un profit stable, j'en ai utilisé une partie pour créer un modeste fonds de bourse d'études pour les enfants issus de milieux difficiles, en particulier ceux qui avaient été abandonnés ou vivaient dans des foyers violents. Le fonds était petit, suffisant pour aider seulement une poignée d'enfants chaque année. Frais de scolarité, livres, parfois des séances de conseil. Je n'ai jamais mis mon nom dessus publiquement et je n'ai jamais cherché l'attention des médias. Pas de projecteur, pas d'éloge nécessaire. Je l'ai tranquillement maintenu comme un moyen de rendre la lumière qui m'avait manqué autrefois. Chaque fois que je transférais de l'argent à un enfant dont les parents étaient partis, je pensais au petit garçon que j'étais autrefois. Errant dans le jardin avec un appareil photo, attendant désespérément un mot d'approbation de son père. Le fonds est devenu ma façon de guérir, une promesse silencieuse que ma tragédie ne se répéterait pas dans une autre vie. Lors d'un projet de photographie communautaire, une série sur les familles en difficulté à Détroit destinée à sensibiliser à la violence domestique, j'ai rencontré Sophia. C'était un après-midi brumeux au centre local des services sociaux. Sophia Bell, une coïncidence ironique de nom de famille, rien de plus, était une travailleuse sociale avec les cheveux soigneusement attachés en arrière et un sourire chaleureux et constant. Elle avait quelques années de plus que moi, conseillant une mère célibataire avec une empathie tranquille dans les yeux. Deux étrangers reliés par une compréhension commune et des cicatrices qui avaient déjà commencé à guérir. Je l'ai photographié de loin, non pas pour publication, mais à cause de la beauté authentique dans sa façon d'écouter. Après la séance photo, nous avons parlé, d'abord du projet, des enfants qui avaient besoin d'aide. Puis lentement, des histoires personnelles se sont glissées. Elle a parlé d'une enfance marquée par un père alcoolique et une mère qui enduraient en silence. J'ai partagé des fragments de mon propre parcours. Pas tout, mais assez pour qu'elle comprenne. Pas de drame, pas de précipitation. Nous avons construit quelque chose sur une reconnaissance tranquille plutôt que sur le glamour ou des passés douloureux. Un café dans de petits cafés, des promenades autour du lac, de longues conversations sur la vie. Elle n'a jamais insisté sur le procès ou mon père. Elle savait parler nouvelles mais a choisi de ne pas creuser. Au lieu de cela, nous avons parlé de l'avenir, de la façon dont les blessures guérissent. Nous nous sommes mariés peu de temps après. Un mariage simple. Pas de médias, pas d'invités ostentatoires. C'était un après-midi d'automne dans le jardin de la petite maison. Juste quelques amis proches du studio et du centre. Nous avons échangé des alliances sous un érable rouge flamboyant, des vœux courts et simples. La vie avec elle était faite de moments ordinaires, cuisiner le dîner ensemble, regarder de vieux films, planifier la prochaine série de bourse. Elle a apporté de la patience et de l'optimisme là où j'en manquais. Je lui ai donné le calme qu'elle désirait après des journées épuisantes avec des enfants traumatisés. Quand Oliver Bell, notre premier enfant, est né, j'ai enfin compris de la manière la plus claire ce que signifie vraiment être un père. C'était un matin de printemps à l'hôpital local quand l'infirmière a placé le petit paquet dans mes bras. Oliver, rose, les yeux bien fermés, pleurant de toutes ses forces. Je l'ai tenu avec un mélange de joie et de peur écrasante, parce que personne ne comprenait mieux que moi à quel point le mot « famille » peut être lourd. Joie parce que c'était ma famille. Réelle, pas construite sur le pouvoir ou les secrets. Peur parce que je me suis souvenu de mon propre père et de toutes les erreurs qu'il a commises. Favoritisme, rejet, silence. Sophia était allongée à côté de moi, épuisée mais souriante. À partir de ce moment, la vie a tourné autour du garçon. Des nuits blanches à changer les couches. Des matins à jouer dans le jardin. Les photographies sans fin que j'ai prises. Premier sourire, premier pas. Oliver a grandi entouré d'un amour constant et égal. Pas de comparaison, pas de favoritisme. Je lui ai appris la photographie. Sophia lui a appris la gentillesse. Notre famille était petite mais solide. Pas un empire mais un vrai foyer. En repensant à tout le parcours, j'ai réalisé que cette vérité, aussi brutale soit-elle, est le seul chemin vers la vraie liberté. J'ai vécu dans les mensonges, renié à cause d'un faux test, portant les secrets cachés de ma mère. Et ce n'est que lorsque je les ai exprimés à voix haute, que lorsque je les ai affrontés, que je suis devenu libre. Le pouvoir peut construire des empires, mais il peut aussi détruire une famille. Mon père l'a prouvé. Il a construit Bell Industrial sur l'ambition et a tout perdu à cause de cela. Le silence face au mal n'est jamais neutre. C'est une complicité qui prolonge la tragédie.
Ma mère est restée silencieuse et la tragédie a duré toute sa vie et s'est déversée sur nous. J'ai appris que le courage n'est pas seulement de dénoncer les crimes des autres. C'est aussi d'oser affronter la vérité de sa propre famille, du sang même dont on est issu. Je l'ai fait, j'ai affronté le test, l'aveu de Mac, le regret de mon père, et à partir de là, j'ai changé. De ma propre tragédie, j'ai choisi de vivre plus lentement, plus gentiment, plus éveillé. Je n'ai jamais cherché à être un héros aux yeux de la société. Pas d'interview, pas de mémoire. J'ai simplement choisi d'être un homme qui ne se détourne pas de la vérité et refuse de répéter les erreurs de la génération précédente. Avec Oliver, je ne montre aucun favoritisme et ne reste silencieux sur aucun tort, aussi petit soit-il. Avec Sophia, je ne cache rien. Le studio fonctionne toujours. Le fonds de bourse a tranquillement grandi, aidant maintenant des dizaines d'enfants chaque année. Et la vie est faite de moments ordinaires. Emmener mon fils au parc, photographier des couchers de soleil avec ma femme, ou m'asseoir seul à réfléchir au passé. Le reste de mes jours ne sera plus écrit dans les secrets et le ressentiment. Ils seront écrits dans un travail tranquille, des moments simples, et la liberté que j'ai dû échanger contre presque toute une vie pour la gagner. Je vieillis, l'argenté file dans mes cheveux, mais mon cœur est léger, ne portant plus le poids de l'ancienne famille belle. Et c'est le message final que je garde pour moi. Nous ne pouvons pas choisir où nous naissons, mais nous avons toujours le droit de choisir comment nous vivons et comment nous sortons des ombres du passé. J'ai fait mon choix, et maintenant, en regardant Oliver grandir, je sais que c'était le bon. Mon histoire ne se termine pas en tragédie, mais en paix.